Sunugal Ca Kanam. Bienvenue dans cette playlist que j'appelle l'œil du politiste. Dans cette playlist, je vous présente la communication que j'ai faite autour d'un webinaire qui portait sur le sujet suivant, les sanctions de la CEDEAO, pertinence et méthode. J'étais amené à faire une communication dans ce webinaire qui a été organisé par un think tank ou même deux think tanks, en l'occurrence l'IRA qui est un institut de recherche africaine, ainsi qu'un autre think tank qui s'appelle Nubian LAN, IRAP, Initiative de recherche pour l'analyse panafricaine, ainsi que le Forum social sénégalais. Je vous laisse découvrir ce webinaire et je vous laisse découvrir ces réflexions qui portaient sur les sanctions de la CEDEAO. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas surtout aussi à activer la cloche de notification pour recevoir des contenus de Sunugal Ca Kanam. Je ferai cette communication sur la pertinence et la méthode des sanctions de la CEDEAO. Le premier axe de réflexion que j'aimerais aborder, c'est de savoir véritablement qu'est-ce qui nous a permis ou qu'est-ce qui a fait que la CEDEAO en est arrivée à ce stade. Et le premier niveau, c'est pour moi, il est important de voir le Mali au défi de la gouvernance en fait. C'est-à-dire que quand on analyse le Mali, quand on analyse ce pays, on parle d'une contrée géographique qui fait 1 200 000 km². Donc, qui fait 3 voire 4 fois la superficie du Sénégal. On parle d'un pays qui, en termes de bonne gouvernance, depuis l'indépendance, depuis 1960, a véritablement des problématiques. Et la cause principale de ces problématiques vient des élites maliennes, comme un peu ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et je ne dis pas le peuple, mais je dis des élites maliennes. Parce que je pense que ce qui se passe au Mali, c'est une résultante, c'est une conséquence d'un ensemble de politiques qui sont posées par des élites depuis 1960, depuis Modibo Keïta, depuis le général Moussa Traoré, depuis l'officier Amadou Toumani Touré, jusqu'au colonel Assimi Goïta, justement. Quand on parle de bonne gouvernance, il y a 4 principes qui sont fondamentaux. Le premier principe, c'est le principe de la transparence, par exemple dans la gestion des deniers publics. Depuis 1960, même si aujourd'hui le peuple malien revendique plus de transparence dans la gestion des deniers publics, ça n'a jamais fonctionné depuis 1960. La transparence dans la gestion des deniers publics, quand vous regardez les derniers rapports, par exemple de Transparency International sur le Mali, sur les 180 pays aujourd'hui qui sont classés en termes d'indice de perception de la corruption, le Mali est classé 129e pays sur 180. Le Mali a un score, et en tout cas dans la zone rouge, en termes de perception de la corruption. Donc il y a un premier élément qui l'explique pour moi, qui fait qu'on en est arrivé là, c'est qu'il y a un problème de transparence dans la gestion, n'est-ce pas, des deniers publics au Mali. Le deuxième élément qui me semble important, c'est la participation citoyenne au Mali. Si on fait un peu de l'analyse en termes de politique comparée avec le système sénégalais, depuis 1960, sur les dizaines de chefs d'État que compte le Mali, il y a quoi 2-3 chefs d'État qui ont été élus démocratiquement. Je ne compte pas Modibo Keïta, tout comme Senghor, ce sont des personnes qui ont été présidents sans pour autant passer par les urnes. Mais vous avez eu le général Moussa Traoré qui avait fait un coup d'État. Derrière lui, il y a eu Amadou Toumani Touré qui a fait un coup d'État ensuite. Donc véritablement, c'est Alpha Oumar Konaré, Ibrahima Boubacar Keïta, qui ont été élus démocratiquement sur les 10 voire 9 chefs d'État que compte le Mali. L'autre élément qui me semble important de souligner, c'est que toujours dans cette perspective de bonne gouvernance, la participation citoyenne est quelque chose qui n'est pas garanti dans le contexte malien. Donc les citoyens n'ont pas la possibilité d'exprimer leur propre voix dans la mesure où les chefs d'État qui sont là prennent le pouvoir par les armes. Et donc en termes de démocratie, il y a véritablement une problématique. Quand on définit la démocratie tout simplement comme étant le respect de la souveraineté populaire, il y a véritablement une problématique dans le contexte malien. Le deuxième élément que je voulais aborder, la pertinence de ces sanctions quand on les analyse, il y a une logique certes de disproportionnalité, mais aussi il y a un besoin d'instauration de l'ordre politique malien. La CEDEAO, quelquefois, n'est pas crédible. Et on le dit souvent, quand on défend des valeurs de liberté, de démocratie au sein de l'espace sous-régional, la meilleure façon de rester crédible quand on défend ces valeurs-là, c'est de les vivre. C'est de vivre ces valeurs-là, c'est de les respecter. Et la plupart des chefs d'État de la CEDEAO, effectivement, ne respectent pas ces valeurs de liberté, de démocratie et de respect de la souveraineté populaire parce que ce sont les premiers chefs d'État qui violent, qui tripatouillent les constitutions. On peut citer l'exemple de la Guinée, on peut citer l'exemple en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara, on peut même citer l'exemple au Sénégal. Voilà. Et donc, ces premiers chefs d'État ne sont pas crédibles. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a véritablement beaucoup de personnes qui se mettent à porte-à-faux contre, n'est-ce pas, ces valeurs de la CEDEAO là. Mais
D'autre part, on peut comprendre en fait ces logiques de sanctions parce qu'il y a une volonté d'instauration de l'ordre constitutionnel malien. On ne peut pas aussi se permettre au niveau de cet espace régional ou sous-régional d'ouvrir une boîte de Pandore. Aujourd'hui, la plupart des pays qui sont en Afrique de l'Ouest, la plupart des pays de la CEDEAO, ce sont des pays qui ont connu des logiques de coup d'État, excepté, entre guillemets, le Sénégal. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on autorise le colonel Assimi Goïta à instaurer une transition de 5 ans, ça sera la même chose en Guinée, éventuellement au Togo, au Bénin, etc., etc. Et donc, on ne peut pas ouvrir cette boîte de Pandore. Donc, dans une certaine logique, on peut comprendre, et je mets des guillemets, la pertinence de ces logiques-là. Maintenant, bien évidemment, il y a une disproportionnalité parce que de là à geler les comptes économique du Mali, de là à geler les avoirs au niveau des banques institutionnelles, de là à fermer les frontières aériennes et terrestres du Mali avec le Sénégal et le reste des pays de la CEDEAO, effectivement, il y a une logique de disproportionnalité clairement de ces sanctions-là. Mais le colonel Assimi Goïta, et c'est là où j'en arriverai dans une troisième partie qui concernerait les solutions, c'est qu'on ne peut pas proposer une transition de 5 ans, c'est pas possible. Et le colonel a fait, en l'espace d'1 an et demi, 2 coups d'État. Ça aussi, il faut le dire. Ça veut dire que où est-ce qu'on va aller avec ces personnes-là? Où est-ce qu'on va aller avec ces élites maliennes-là? Et à un moment donné, en termes de solutions, il faudrait, je pense, former, et je pense que c'est très, très important. C'est même pas seulement les officiels maliens ou les officiers maliens, mais j'ai envie de dire, c'est les armées de la région ouest africaine qu'il faut véritablement former. On ne peut pas se permettre d'avoir des coups d'État sur coups d'État. Et Einstein le disait, la folie, la bêtise humaine, c'est de penser qu'en faisant les mêmes choses, on obtiendrait des résultats différents. Ce n'est absolument pas possible. Le Mali, depuis 1960, c'est des coups d'État répétitifs. On ne peut pas encore, en 2021, assister encore à des coups d'État, des personnes qui vous proposent une transition de 5 ans. Qu'est-ce qui garantit qu'au-delà de ces 5 ans, elles organiseront des élections dignes de ce nom, transparentes, et qui permettront au peuple malien de choisir véritablement un chef d'État. Il n'y a rien qui le garantit. Et donc, dans une autre logique, on peut bien sûr comprendre, de se dire effectivement, la CEDEAO aussi, elle n'a pas tort. On n'a pas une organisation régionale aujourd'hui qui regroupe près de 300 millions d'habitants. Elle sert à quoi en fin de compte? Donc, pour moi, je pense que dans cette logique-là, on peut comprendre les sanctions de la CEDEAO. En termes de solution, l'autre solution qui me semble importante, c'est qu'il faut arriver à une transition qui soit correcte et raisonnable. 5 ans de transition ou de 1 à 5 ans de transition sans pour autant avoir une ligne fixe, pour moi, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas raisonnable aujourd'hui en 2021. L'autre élément qui me semble important aujourd'hui en termes de solution, c'est que le Mali aussi peut, à partir de ce contexte-là, diversifier ses relations diplomatiques, diversifier ses relations multilatérales, au-delà même de la France. Parce que figurez-vous, la France avait par exemple des accords de défense avec le Mali qui interdisaient aux aéronefs militaires maliens de survoler le territoire ou même l'espace aérien malien en ce moment. Et donc c'est avec cette crise que la junte au pouvoir a voulu renégocier ces accords de défense avec la France en leur disant effectivement, à partir de maintenant, nos avions militaires peuvent survoler l'espace aérien malien pour vérifier s'il y a des zones de trouble. Donc je pense que c'est un ensemble de solutions qui pour moi me semblent importantes, qui permettrait aujourd'hui au Mali de diversifier ses acteurs, mais aussi de proposer véritablement, parce que c'est là où se trouve l'enjeu, de proposer une sortie de crise qui soit digne de ce nom et qui respecte aussi la volonté du peuple malien. On est aujourd'hui dans un village planétaire et les pays ont des relations soit bilatérales ou soit des relations multilatérales au regard du droit international. Et effectivement, le Mali a une coopération bilatérale très très poussée et très très forte avec la France. La France, effectivement, a des intérêts géostratégiques au niveau du Mali. Je ne pense pas que si elle n'avait pas des intérêts, elle aurait envoyé depuis le temps de la présidence de François Hollande des forces militaires, près de 5000 hommes dans le Sahel, en l'occurrence vers Tombouctou, Gao, en tout cas dans le Mali d'une façon générale. Donc effectivement, la France a des intérêts au Mali. Maintenant, du point de vue factuel, comme le disait M. Diouf aussi, personne ne peut venir dire oui, la France a en tout cas téléguidé les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu la semaine dernière, juste avant les sanctions, une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se sont réunis à Brest. Donc Brest, c'est dans l'ouest, dans la Bretagne, au niveau de la France, qui se sont réunis effectivement. Une réunion qui a été conduite par le
le ministre des Affaires étrangères de la France, en l'occurrence M. Jean-Yves Le Drian, qui disait avec son homologue de l'Union européenne que les pays de l'Union européenne, effectivement, allaient sanctionner le Mali et qu'il était inadmissible que des forces russes étrangères interviennent dans le contexte malien, en l'occurrence les forces Wagner. Et si vous suivez bien la dernière interview du président du Sénégal, Macky Sall, sur France 24, lorsqu'on lui a posé la question à savoir est-ce que les forces Wagner pouvaient intervenir au Mali, le président Macky Sall avait clairement dit qu'il était inadmissible. Macky Sall, il disait, je cite, qu'il était inadmissible et que la présence des forces Wagner va détériorer la situation au Mali. Donc Wagner, c'est une force privée de sécurité russe qui actuellement est à Tombouctou. En tout cas, les premières images ont été prises à Tombouctou pour situer ces forces-là. Et donc, juste après, il y a eu un redéploiement des forces françaises au niveau du Niger, en tout cas d'une façon générale pour quitter le Mali. Mais bien évidemment, moi je pense que la France a des intérêts au Mali et que ces sanctions-là, la France n'est pas très neutre derrière. D'autant plus que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, elle a des intérêts au Mali, elle a des intérêts au Niger. C'est intéressant d'avoir une communauté régionale, d'avoir un régionalisme très très fort au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, la CEDEAO c'est 300 millions, c'est 380 millions d'habitants. C'est pas rien, qui est tiré entre autres économiquement par le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire de plus en plus et le Sénégal aussi de plus en plus. Il ne faut pas minorer l'aspect économique du Sénégal. Et donc je pense que c'est très important qu'on puisse avoir une organisation régionale, mais pour ça, il va falloir des préalables. L'un des préalables, c'est d'avoir en fait des chefs d'État qui sont crédibles, c'est d'avoir des chefs d'État qui puissent respecter aujourd'hui la souveraineté populaire des différentes populations de la sous-région. Et si on avait aujourd'hui une organisation régionale très très forte, je ne pense pas que des officiers, je ne pense pas que des autorités de quelques pays que ce soit, puissent avoir l'audace de faire des coups d'État à n'en plus finir comme ça. C'est pas possible, ce n'est plus possible aussi. Et je ne crois même pas aujourd'hui, en 2021, que le colonel Assimi Goïta soit lui-même à l'abri d'un coup d'État. Parce que ça se passe au Mali, à n'en plus finir. C'est depuis des années que ça se passe. Et je l'ai dit, sur les dizaines de chefs d'État que compte le Mali, à peine moins de 3 voire 4 présidents ont été élus démocratiquement. Donc je pense que c'est très très important qu'on puisse avoir une organisation régionale très très forte. Mais pour ça, il va falloir qu'on ait des autorités aussi qui sont crédibles, des autorités qui sont très très fortes. Alors, la France aussi, quelquefois, a bon dos. On ne peut pas aujourd'hui aussi se permettre de tout rejeter sur la France. Si la France aussi a la France défend ses intérêts, comme tous les autres pays du monde. Si elle a la capacité aujourd'hui d'irriguer 300 millions d'habitants, 15 chefs d'État dans sa volonté, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas les chefs d'État qu'il faut. On n'a pas les autorités qu'il faut. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête en fait. Il faut que ça s'arrête. Si on avait des autorités dignes de ce nom, on n'en serait pas là. Mais l'autre élément, et je vais finir par là, c'est qu'en fait, ces sanctions, il faut les comprendre dans une logique aussi coercitive. Le Mali ne peut pas continuer dans cette spirale, sinon il ne va jamais se développer. Le colonel Assimi Goïta ne sera pas du tout à l'abri d'un coup d'État. Même s'il propose 5 ans de transition, je crains même qu'on puisse arriver à ces 5 années sans pour autant qu'il y ait un autre coup d'État contre lui. Ça m'étonnerait très très fort.